pour parler un peu du lien entre qualité de l'air et climat. Je vais aller directement sur ce transparent. La pollution de l'air, c'est une problématique de proximité, c'est à l'échelle de la ville. C'est lié au fait qu'on émet des polluants et qui restent autour de nous. Donc si on arrête demain d'émettre, demain c'est plus pollué. En revanche, le changement climatique, je ne dis pas que c'est faisable. Le changement climatique, c'est une problématique de grande échelle. On a émis des polluants dans l'atmosphère, et puis ils sont depuis 50, 10 ans. Le méthane a une durée de vie de 10 ans. Et donc, en fait, ces polluants-là, pour certains, ils ont des durées de vie encore plus longues. Et eh bien, ils vont agir, ils vont interférer avec le rayonnement solaire et contribuer à réchauffer l'atmosphère. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est freiner, limiter ce changement climatique qui est déjà engagé parce que les composés sont déjà présents dans l'atmosphère. Quel est le lien entre ville, qualité de l'air et changement climatique ? Eh bien, on peut le regarder de façon schématique comme ça. La ville émet des polluants primaires, particules, gaz, qui deviennent des polluants secondaires. Ces polluants secondaires, pour certains, sont des gaz à effet de serre. Les sulfates, par exemple, qui viennent du SO2 et qui vont réfléchir le rayonnement solaire incident, l'ozone qui va capter le rayonnement provenant de la Terre, les particules de suie qui vont aussi capter le rayonnement. Tout ça mène à un changement climatique lorsqu'ils sont mélangés à l'échelle du globe, qui fait que la température peut augmenter à certains endroits, que les nuages vont plus ou moins se former, donc ça va changer la pluviométrie, qu'il va y avoir des événements extrêmes, vagues de froid, vagues de chaleur, ouragans, etc. Et une partie de ces événements vont se traduire de façon négative sur les villes, avec notamment des inondations et des vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, c'est très très problématique en ville, parce que l'air est déjà chaud, et donc on peut avoir des problèmes sanitaires. Pourquoi est-ce que l'air est déjà chaud en ville? Parce que le bitume capte le rayonnement solaire pendant la journée, il le garde et il le réémet le soir. Et donc, en fait, la nuit, on va avoir une irradiation de cette chaleur emmagasinée qui, en plus, va se réfléchir sur les immeubles et donc ne va pas s'échapper facilement de la ville. Qui plus est, on chauffe nos appartements, on a des voitures qui fonctionnent à la combustion. Et donc, si on regardait le profil de température la nuit au-dessus de la ville, eh bien, on va avoir une augmentation de 1, 2, 5, 6 degrés. Donc comment est-ce qu'on fait en ville pour supporter cette chaleur ? Eh bien, on se retrouve finalement à utiliser des climatiseurs, donc à consommer de l'énergie, à émettre du CO2. Si on émet du CO2, eh bien, ça contribue à nouveau au changement climatique. Ces villes deviennent plus sèches car plus chaudes, et donc moins d'humidité, donc on change la manière dont les nuages vont se former au-dessus des villes. Donc si on n'a pas de nuages, on n'a pas de pluie. Si on n'a pas de pluie, eh bien on ne nettoie pas l'atmosphère de ces particules. En revanche, les événements sont plus extrêmes, on favorise les épisodes orageux. Dans les épisodes orageux, vous avez de la convection, et on envoie très loin les polluants dans l'atmosphère. Et ça tombe bien, pour envoyer les polluants très loin dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va favoriser finalement à nouveau le changement climatique. J'en profite pour dire aussi que si on n'a plus d'arbres, on ne peut plus absorber le CO2. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les villes, le changement climatique et la pollution. Bon, si vous avez des questions. Bon, merci beaucoup. Ouais. Non mais vas-y. Bon. Merci beaucoup Isabelle. Je pense que c'était très très clair. C'est le public peut-être qui peut le dire, mais je le dis à sa place. C'était très très clair et je pense. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris comment au mieux présenter toute cette affaire assez complexe. Bon, malgré cette clarté, il y a sans doute beaucoup de questions qui restent, et donc on a, encore un peu de temps pour répondre à toutes ces questions.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé très clair. Alors justement, vous avez fini par parler des climatiseurs. Là. Et lors des épisodes de forte chaleur de cet été, on en a beaucoup parlé des climatiseurs. Et j'ai entendu dire que si chaque Parisien possédait un climatiseur, la température de Paris monterait encore de 2 à 3 degrés. Donc c'est complètement affolant. Et on n'entend personne pour s'opposer à l'achat, à la fabrication, à l'achat des climatiseurs. Alors, votre laboratoire ne pourrait pas avoir des gens qui crieraient aux alarmes. Quoi. Comment faire pour éviter ces achats qui vont se multiplier ? On a à la fois le rôle de lanceur d'alerte sur des points qui nous semblent importants. On a quand même des liens assez favorisés avec l'ADEME et avec le ministère avec qui on travaille, qui finance certains de nos projets. Donc je pense que l'info, elle remonte. Après, c'est du rôle, enfin, c'est vraiment du ressort du politique, du ressort du commercial, de l'économie, de trouver des solutions différentes. Il y a vraiment des choses qui avancent dans la proposition de solutions économiquement et environnementalement viables. Et d'ailleurs, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution atmosphérique sont un des moteurs de l'économie, parce que l'économie verte, c'est quelque chose qui marche bien. Après, je pense aussi qu'une des étapes délicates, c'est changer le comportement des gens. Alors que finalement, leur offrir le choix de faire les choses différemment. Si personne ne s'achète un climatiseur en sachant qu'il va polluer, de gaieté de cœur. Donc en fait, on achète un climatiseur quand vraiment on pense qu'il y a vraiment des risques sanitaires à avoir une atmosphère très très chaude. Hein. Il y a des nuits où il faisait 36, 37 degrés l'été 2003 par exemple. Si on avait le choix de fonctionner différemment, on le ferait. Donc moi je pense plutôt qu'il faut favoriser l'innovation technologique et changer les comportements par la proposition de nouvelles solutions. Oui, merci pour votre exposé. Moi, quand j'ai lu pollution atmosphérique, je voulais aussi entendre peut-être parler des ondes. Est-ce que pour vous, les ondes, c'est pas une pollution atmosphérique ? Alors, parce que c'est une nuisance atmosphérique certainement. Je ne sais pas si elle répond au nom de pollution, mais alors c'est un domaine complètement différent. Alors, c'est très physique. Nous, on est des physico-chimistes et on n'étudie pas les ondes de la même manière. Donc en fait, c'est simplement des domaines de recherche qui ne se croisent pas encore. Toutefois, quand je parlais finalement de prendre le problème de façon intégrée, on entend de plus en plus parler d'exposome. Donc l'exposome, c'est la somme des choses auxquelles on est exposé, pas de façon ponctuelle, mais tout au cours de notre vie. Et donc, ça inclut ce qu'on mange, ce qu'on respire et ce qui traverse notre corps, donc les ondes. Malheureusement, ça demande un croisement des disciplines qui est fabuleux et qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Donc, il commence à y avoir le croisement bruit-pollution. Le croisement onde-pollution, pas encore. Mais par contre, il y a des gens qui travaillent sur les ondes, ça, clairement. Oui, merci pour votre exposé. Deux choses. On a parlé de la pollution plutôt des villes industrielles, mais qu'en est-il de l'épandage de glyphosate et d'autres saloperies en agriculture, d'une part. D'autre part, j'ai vu un article passer comme quoi la pollution atmosphérique attaquait le cerveau de façon très, très, très nette. Bon, il y a pas mal d'études croisées qui vont toutes dans le même sens, quoi. Alors sur la pollution agricole, en fait, nous, ce qui relève, en tout cas de notre domaine de compétences, c'est de prendre en compte les émissions notamment d'ammoniac qui sont libérées par l'agriculture parce qu'en fait, elles contribuent aux concentrations particulières. J'avais pas trop le temps, mais si j'avais pu, j'aurais présenté ce qu'était un épisode de printemps. Un épisode de printemps, c'est aussi une situation anticyclonique. Simplement, à ce moment-là, s'il y a la coïncidence avec l'épandage et avec les émissions d'azote par l'agriculture, alors on va avoir des concentrations en particules qui sont plus fortes. Après, il y a tous les autres produits phytosanitaires qui, eux,
n'interfère pas avec la pollution atmosphérique telle qu'on l'aborde. C'est-à-dire ce sont des polluants un peu particuliers, polluants persistants, qui ont des comportements dans l'atmosphère qui sont différents, qui s'échangent avec le milieu aquatique, etc. Et donc, certains de nos collègues, notamment à l'INERIS, ont abordé cette question des polluants persistants, des polluants organiques persistants. C'est encore à l'état de recherche active parce qu'on connaît mal leur comportement dans l'atmosphère, la manière dont ils vont se transformer, se transporter. Mais oui, ça, clairement, ça fait partie des champs de recherche actifs. Et la deuxième question, c'est... Surtout les microparticules dans le cerveau. Ah oui, alors, on a la chance d'avoir des collègues ici à l'Université Paris-Est-Créteil qui sont des médecins d'un très grand laboratoire de recherche de l'INSERM, c'est l'IMRB, et qui sont spécialisés sur des questions d'impact sanitaire de la pollution. Et donc, on développe depuis quelques mois des projets avec eux sur le lien entre pollution et santé mentale, notamment. Alors, pour l'instant, ça se limite à savoir si on voit aussi un signal. C'est-à-dire que nous, on a des archives de concentration, des archives de qualité de l'air dans certaines villes. On peut aussi les modéliser a posteriori. Et on regarde avec les problématiques de santé, les admissions aux hôpitaux, les crises, pour voir si on trouve des signaux. Et si on trouve des signaux, alors on peut espérer aller dans une science un peu plus pointue, qui consisterait par exemple à exposer des tissus, voir comment... Alors c'est aussi quelque chose qu'on commence à faire, mais pas sur la question des santé mentales. Regarder comment la pollution affecte les tissus, affecte le fonctionnement des organes, etc., sur des animaux. Et donc, il y a cette possibilité de faire évoluer notre recherche. Mais pour l'instant, c'est très amont. Ça risque d'être très dangereux sur les enfants qui vivent dans des... Alors, il y a l'information du cerveau, finalement. Alors oui, il y a des effets sur le cerveau qui ont été constatés, les mécanismes ne sont pas connus. Il y a des questionnements sur la schizophrénie, par exemple, qui est très liée à l'urbain. Alors est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est le milieu urbain? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est d'autres pollutions? Est-ce que c'est la nourriture? Il y a encore tout un tas de questions qui ne sont pas complètement... auxquelles on n'a pas répondu, donc on ne peut pas éliminer des pistes tant qu'on n'a pas fait vraiment le travail de recherche précis et rigoureux. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec eux, de voir s'il y a des signaux qui se croisent. En parallèle de l'action, bien sûr. Au stade de vos recherches, est-ce que vous auriez à proposer, dans le cadre du début du grand débat national qui commence, un projet, un modèle de ville, justement, pour pouvoir pallier ce que vous nous avez expliqué, l'étalement urbain, la concentration? On s'aperçoit que nos villes, actuellement, on nous prône la densification urbaine. On voit que le moindre foncier est construit, on construit de plus en plus haut, on construit de plus en plus près des routes. Et là, vous êtes en train de nous dire que tout ça, c'est une aberration sanitaire. Et donc, est-ce que, à l'état, vous pouvez en fait apporter justement des éléments scientifiques et rationnels pour essayer de faire infléchir un peu ce modèle urbain qu'on est en train de continuer à développer, notamment en région parisienne? C'est assez affligeant. Alors c'est là où des fois les choses ne sont pas très bien phasées. C'est-à-dire que je commence aujourd'hui, au mois d'octobre dernier, on a commencé un projet avec des sociologues, avec des spécialistes des politiques publiques sur la question des formes urbaines et la question du lien entre mobilité et forme urbaine. On a un doctorant au laboratoire qui a développé un modèle qui sait faire ça, qui sait lier finalement les zones d'habitation, les zones d'emploi, la mobilité, les émissions. Et donc on a ce modèle, on a des scénarios, ville dense, ville moins dense, on est en train de les produire. Sauf que la science n'ira pas plus vite que la consultation nationale, mais c'est vraiment là-dessus qu'on réfléchit. On commence à avoir des pistes, on voit que la densité, ce qu'on appelle le paradoxe de la densité, c'est-à-dire qu'on densifie, mais on est plus concentré en polluants, on a moins de polluants, mais ils sont plus localisés. Et pour moi, en fait, la vraie clé, c'est de réussir une densification. Alors je ne sais pas comment, mais une densification qui permettrait vraiment aux gens d'avoir une mobilité pédestre ou à vélo, ou enfin vraiment une mobilité courte, qui ne laisserait pas les classes sociales les plus démunies en banlieue lointaine sans accès à la superbe zone durable urbaine
Voilà, et qui permettrait finalement qu'on ne soit pas en train de circuler tout autour de cette zone. Donc comment faire ? Il y a par exemple des expériences qui ont été faites avec des quartiers qui ont été conçus pour avoir des zones d'habitation, des zones de travail, être assez facilement accessibles par la marche à pied, etc. Et en fait, on constate que les gens aiment beaucoup habiter là, mais qui vont travailler en voiture assez loin. Et du coup, il y a au cœur de tout ça, il y a le comportement des gens. Qu'est-ce qu'on propose aux gens pour pouvoir leur permettre de changer leur comportement ? On ne sera pas tous responsables. Donc il va falloir à un moment qu'on offre aux gens le choix. Moi, je ne suis pas pour une écologie punitive, donc, parce que ça ne fonctionnera pas ou qu'un peu. Les politiques environnementales basées sur la technologie, on voit bien avec toutes les histoires de Dieselgate qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Et quand on met des exigences encore plus forte sur les émissions, les gens n'y arrivent plus. Alors bon, on a quand même fait d'énormes progrès en 15 ans sur les émissions de voitures, mais c'est contrebalancé par la densité. Donc, à mon avis, il faut réinventer quelque chose. Et là, c'est complexe. Et moi, je pense qu'il faut proposer des choses aux gens. Mais modifier une structure urbaine, c'est long, c'est coûteux, et c'est pas immédiat. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir comment on mesure la mortalité liée à la pollution atmosphérique. J'ai lu que les particules fines représentaient 48 000 morts prématurées en France par an. L'ozone, je crois que c'est 12 000, d'après ce que j'avais lu. Enfin, c'est des chiffres énormes qui n'émeuvent pas grand monde. Donc je voudrais savoir comment on les calcule, ces morts, et est-ce qu'on a fait le tour de la question ? On entend maintenant que les particules, on suit les 10 microns, mais les 2,5 seraient beaucoup plus dangereuses. Je ne sais pas si on sait mesurer l'impact des NOx dont vous parliez. Donc en fait, comment est-ce qu'on aborde et qu'on quantifie ces questions de mortalité liées à la pollution atmosphérique ? C'est un travail très statistique, en fait, d'abord d'élaboration de doses-réponses, donc en fonction des doses auxquelles on est exposé, quelles sont les réponses de l'organisme. Donc il y a des études sur des animaux qui permettent de voir comment certains animaux réagissent, comment les organes réagissent à la pollution. Après, il faut essayer de l'extrapoler chez l'homme. Une fois qu'on a ces relations dose-réponse, alors on peut essayer d'avoir des effets, une estimation des effets et statistiquement de la perte de vie que ces effets peuvent engendrer. Alors évidemment, le cancer bronchique, on voit très bien que ça peut amener à une réduction de l'espérance de vie, mais même des problématiques respiratoires moins graves et moins immédiates peuvent amener une réduction de l'espérance de vie. Donc ce sont des statistiques qui s'alimentent aussi du suivi des cohortes. Il y a des cohortes qui sont suivies sur 10 ans, 15 ans, ça demande évidemment du temps. Et donc toutes ces statistiques permettent d'attribuer une part des décès à la pollution. Alors avec des épisodes, c'est facile. On mesure la surmortalité. On a maintenant des techniques statistiques assez fines pour isoler les facteurs qui ne sont pas pertinents. Donc, on a aussi des statistiques qui sont assez fines pour déceler des toutes petites augmentations de mortalité et les projeter. On peut aussi isoler l'effet d'un paramètre parmi d'autres qui jouent. C'est notamment un des problèmes avec le NO2. Le NO2 est émis en même temps que les particules, etc., notamment que les particules diesel, puisque le NO2 vient essentiellement du diesel. Et du coup, on a du mal à isoler l'effet du NO2. Donc, il y a des expériences d'exposition au NO2. Il y a des cohortes qui sont suivies et on mesure l'exposition au NO2 accompagnée des autres. On essaye d'isoler l'effet du NO2. C'est un des polluants qui pose le plus de problèmes de ce point de vue-là. Donc voilà, ce sont des statistiques qui permettent de déterminer, en fonction de tous les événements d'une vie qui arrivent à une population, quelle est la part de décès qu'on peut attribuer chaque année à la pollution. Bonsoir, merci pour votre exposé en particulier. J'ai trouvé que c'était particulièrement clair sur les polluants secondaires. Par contre, il y a un polluant primaire qui contribue bien à l'effet de serre que je crois que vous n'avez pas abordé, c'est le méthane. Et celui-là, en matière d'agriculture et élevage, comme il me semble qu'il est très très fort par rapport aux autres, il doit contribuer assez fortement au réchauffement. Celui-là, vous ne l'avez pas abordé.
Alors, je ne l'ai pas abordé parce que le méthane, en fait, n'a pas d'effet sanitaire ni d'effet environnemental. Donc, en fait, d'ailleurs, les COV, je les ai appelés COV, mais on les appelle COVNM, donc composés organiques volatiles non méthaniques, parce qu'en fait, d'un point de vue pollution atmosphérique, ils ne nous intéressent pas du tout. Alors, évidemment, dès qu'on est dans des problématiques de changement climatique, il est à considérer, mais ce n'est pas un polluant de combustion non plus. Donc, quand on réduit la consommation énergétique urbaine, on ne réduit pas le méthane de façon significative. Oui, en fait, pour le méthane, j'interviendrai parce que ça fera aussi objet de nos journées scientifiques de l'environnement avec la soirée d'ouverture le 12 mars dont on a parlé. Mais après, vous êtes invités aussi pour les journées tout entières qui auront lieu donc dans l'hôtel de département le 19, 20 et 21 mars. Et en fait, on parlera d'agriculture et d'alimentation. Et on parlera du fait que ces émissions de méthane sont liées à une agriculture de type industriel qui est prépondérante aujourd'hui. Et en fait, en changeant qu'il faudrait changer, mais nous pouvons aussi contribuer à la changer en changeant notre alimentation. Et aujourd'hui, on dit qu'il faudrait, pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de méthane, passer d'une alimentation carnée avec la suite l'élevage et donc les émissions de méthane dues à l'élevage à une alimentation de légumineuses où on n'aurait pas cet effet. Donc en fait, on peut à la fois, c'est à la fois l'organisation de l'agriculture, mais aussi le consommateur qui, par son comportement, peut vraiment agir sur ce type d'émissions. Alors, je vais prendre une ou deux questions. Comment ? Elle reviendra, ne vous inquiétez pas. Une ou deux questions. La dame l'avait demandé. La dame aussi. Attends, excusez-moi, je commence par la dame. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs questions, Isabelle ? Oui. Bonsoir. Est-ce que... donc moi j'ai suivi, c'est pour la première fois tous ces... Est-ce que je disais que j'ai suivi tout ce qui est la biochimie de la pollution primaire, secondaire. J'ai une question. Est-ce que la végétalisation des rues et des villes qu'on met en avant est un réel moyen pour amoindrir cette pollution ? Et la seconde question, en rapport avec ce que vous avez dit à la fin, où vous parliez du changement climatique, et donc en fait ce sont des pollutions qui se sont accumulées depuis des décennies. Il n'y a donc aucune issue à la dissolution de ces pollutions ? Je vais prendre 3 questions à la suite. Je note au fur et à mesure les questions. Oui, vous avez parlé d'innovation technologique. Est-ce qu'il ne serait pas quand même possible d'impliquer de manière plus ferme les industriels ? Un exemple, la pollution par le CO2 a augmenté de plus de 3% dernièrement en France par les nouveaux véhicules qui sont les SUV. Or, la publicité des SUV, par exemple sur France Inter depuis une semaine, par tous les constructeurs automobiles, les publicités portent uniquement sur des SUV et des gros modèles de voitures. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte d'implication des industriels dans la limitation de la pollution ? Je proposerai que cette question soit reportée à la conférence qui s'appelle Automobile et Dieselgate. Et la troisième. Oui, alors moi j'avais une question parce qu'hier j'ai lu un article, mais malheureusement j'ai pas réussi à le retrouver aujourd'hui. Je l'avais lu un petit peu en biais. Il y avait une cartographie qui était présentée sur des risques pollution de l'air notamment, mais aussi les pesticides, etc. Alors il y avait une carte de France. Il y avait 3 exemplaires de la carte de France et très étonnamment, c'est des villes qui étaient les plus polluées de tous les points de vue parce qu'à la fin, ils avaient croisé les 3 cartes. C'était par exemple la région de Bordeaux qui était... je ne sais pas pourquoi. Les Hauts-de-France, parce que soi-disant que toutes les pollutions parisiennes, etc., elles allaient beaucoup dans les Hauts-de-France. Alors, est-ce qu'il y a un sens du vent ? Est-ce qu'il y a un fait que certaines régions sont... Et puis dernièrement, comme le monsieur disait, j'avais vu aussi un lien avec des gens du côté de l'Alsace, où là, dans la revue de presse d'hier, oui, il disait qu'il y avait une incidence de ce secteur-là qui était très touché aussi par des pollutions de vallées de Haute-Savoie, etc.
Voilà. Et puis sinon, pour un petit point dont on a débattu tout à l'heure, puisqu'on a dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives, il y a Ville en transition, etc., beaucoup de choses qui pourraient faire qu'on pollue moins, comme par exemple une solution toute bête pour la voiture, ne pas être propriétaire de son véhicule, mais aller dans une mairie, avoir un parking souterrain, et puis demander 2 heures de véhicule par jour. Enfin, voilà, il y a des solutions comme ça à trouver partout, et il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est la société de consommation dans laquelle on vit, qui est un frein, évidemment, à tout ça, et qui est un facteur aggravant pour toutes ces pollutions. Parce que sinon, au niveau citoyen, on pourrait facilement trouver beaucoup de solutions. Et moi-même, j'en ai trouvé une, puisqu'on m'a volé ma voiture il y a 10 ans. Je ne l'ai pas rachetée, je circule en vélo depuis, et j'ai retrouvé une énergie, etc., j'en parlerai tous les jours. Et dernière question, c'est la question, en vélo, il paraît qu'on n'absorbe pas plus de pollution que quelqu'un dans une voiture. Donc ça, je voulais... Merci beaucoup pour ce débat que vous introduisez. J'espère qu'on pourra continuer sur les prochaines sessions. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Concernant la végétalisation, il y a des études qui ont été faites, mais c'était plutôt des études pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, en fait. L'îlot de chaleur urbain, en fait, on peut lutter avec des espaces frais, verts, arrosés, donc qui sont des points frais qui limitent la chaleur urbaine. C'est problématique parce que ça demande de bien concevoir le circuit d'eau dans la ville. Et donc, ça pose d'autres problèmes, mais on est quand même à une époque où on veut favoriser l'agriculture urbaine, donc je pense qu'à un moment, il faudra poser la question vraiment de la végétalisation des zones urbaines. Donc, on y réfléchit pour un certain nombre de choses, pas tant pour lutter contre la pollution, parce que c'est vrai que la végétation peut faire des murs anti-pollution, enfin on dit ça, mais parce qu'en fait, elle est filtrée, l'air est filtré un peu par les feuilles des arbres, parce que c'est vrai que les polluants s'absorbent, les particules s'absorbent sur certains éléments. Alors des fois c'est le dessous de la feuille, des fois c'est le dessus, ça dépend des types de feuilles et ça dépend des types de polluants. C'est pas non plus extrêmement efficace. C'est pas une solution viable de prendre simplement des plantes pour dépolluer. C'est mieux de concevoir un parc pour faire une zone sans voiture, pour faire une zone fraîche, une zone propre, où les gens pourront faire du sport sans être à proximité. Mais la végétalisation est plutôt considérée dans un contexte climatique. Pardon ? Si on débite tous les trottoirs, vous disiez, par exemple, les pics de pollution avec les histoires de climatisateurs. Alors ça va poser des problèmes de soulèvement de particules en permanence. Et si sur aucune issue au changement climatique, en fait, on avait la même problématique avec le trou dans la couche d'ozone. On avait envoyé des composés halogénés et chlorés, etc., qui vivent 100 ans, et on les avait envoyés. Et puis ils étaient là-haut, ils détruisaient l'ozone de façon catalytique. On a arrêté d'en émettre, et puis petit à petit, le temps de vie avançant, et le trou d'ozone se rebouge. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est limiter nos rejets, et pendant ce temps-là, ce qu'on appelle la mitigation, je ne sais pas s'il y a un mot français pour dire ça, c'est essayer de faire avec, c'est essayer de compenser les effets du changement climatique, essayer de se préparer à ces effets-là pour qu'ils soient moins impactants, mais il faut agir sur plusieurs terrains à la fois. Il n'y a pas rien à faire, et surtout, c'est pas trop tard. Enfin, c'est pas trop tard. Si on ne fait pas, ça va être pire. Donc, si on n'agit pas, on n'arrivera carrément pas à encaisser le choc du changement climatique. Sur la cartographie des risques, alors oui, il y a des zones qui sont favorisées, c'est vous qui m'avez posé la question, il y a des zones qui sont favorisées, notamment les villes. En fait, il y a des vents essentiellement atlantiques, des vents d'ouest sur la région parisienne. Ça veut dire que les polluants primaires de la ville vont vers l'est de la région parisienne. Néanmoins, c'est dans des conditions assez ventées, donc ils sont quand même assez dilués. À l'inverse, par situation anticyclonique, quand ça vient des masses d'air très très froides de Sibérie, etc., qui passent par toutes les régions industrielles de l'Est de l'Europe, de l'Allemagne, etc., et qui viennent sur Paris, là c'est beaucoup plus sérieux, parce que c'est pas des vitesses de vent fortes, c'est pas dilué, et c'est plutôt l'ouest de la région parisienne qui est sous le vent de l'Île-de-France, mais pour le coup c'est toute la France qui est sous le vent de tout le reste de l'Europe dans ces situations-là. La région de Strasbourg, elle est particulière, elle est encaissée dans une vallée avec un vent qui monte le matin vers les hauts sommets, et donc en fait ça émet le matin dans la ville, ça monte sur les pentes montagneuses, et puis la nuit ça redescend dans l'autre sens, et donc on récupère un peu des polluants de la journée.
Strasbourg, c'est une zone continentale, ça veut dire peu ventée, ça veut dire chaude, ça veut dire au milieu de zones qui ne sont pas propres et soumises à des problématiques de vallées. Les vallées, c'est vraiment très problématique, c'est confiné, c'est comme Grenoble, ça pose beaucoup de problèmes d'échappement des pollutions. Et ne pas être propriétaire de son véhicule, en fait, il faut proposer des solutions aux gens qu'ils acceptent, qu'ils s'approprient. L'exemple du partage des voitures. On a essayé d'imposer aux gens de faire du covoiturage, ça n'a pas marché. Les gens ont inventé Blablacar et ça marche. Il faut que ça vienne des gens, c'est-à-dire qu'il faut que les gens trouvent leur intérêt à avoir, à ne pas posséder une voiture, mais à se dire c'est tellement plus simple si je vais la prendre 2 heures pour faire mes courses. Ça veut dire qu'il faut que le système qu'on leur propose, il fonctionne. Si on leur impose un système qui ne fonctionne pas, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des initiatives citoyennes qui se structurent autour de ces questions-là. Donc c'est à ça qu'on réfléchit, en fait, avec des gens spécialistes des politiques publiques, à regarder sur les retours d'expérience quelles sont les initiatives qui marchent et pourquoi. Et une des conclusions auxquelles ils arrivent et qui est complètement intuitive, c'est que tant que les gens ne voient pas leur intérêt, ils ne seront pas proactifs. Certains seront proactifs, mais pas suffisamment. Donc il faut réussir à démontrer l'intérêt. Dans toute politique, il faut arriver à ça. Et donc, moi, j'espère qu'on va réussir à structurer des initiatives citoyennes sur la multimodalité. La multimodalité, ça impose de ne pas être propriétaire. Si on prend le vélo, la voiture et on marche, une voiture électrique qu'on prend à un endroit, ça veut bien dire que cette voiture électrique, elle n'est pas à nous, on la prend un jour et pas le lendemain. Donc ça, c'est assez important. Et voilà. C'est de moins en moins de trains qui acceptent les vélos. Aussi. C'est un gros problème, ça. Aussi. Bon, je suis... Ah oui, les habitacles de voitures. Je regardais, j'avais marqué vélo-voiture et je ne voyais pas du tout ce que c'était. C'était ça. En fait, les environnements qui sont ouverts sont beaucoup moins pollués que les environnements qui sont fermés. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur les habitacles de voitures. Là, j'étais à une thèse en décembre sur l'émission par tous les matériaux internes de la voiture. J'étais aussi hier dans une structure privée qui étudie justement la pollution intérieure par rapport à la pollution extérieure et la capacité des filtres, parce que l'habitacle de voiture c'est confiné, parce que les entrées d'air elles sont au niveau des pots d'échappement des voitures de devant et que donc les polluants ne s'échappent pas. Donc il est beaucoup plus sain d'être sur un vélo ou sur un trottoir que dans un habitacle de voiture. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exposé à des concentrations importantes, mais moins. Bon. Donc on va s'arrêter là avec cette bonne nouvelle. Merci à vous. Attendez, mais la soirée n'est pas terminée. Donc, merci à ce débat, merci aux réponses d'Isabelle. Donc, il y a Christian Métairie qui nous a rejoint entre-temps. Donc, Christian Métairie est vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne en charge du développement durable et de la transition écologique. Il est aussi un peu le papa de l'UPED en partie, non? Oui, vous allez le dire. En tout cas, oui. Et donc, il voulait vous dire quelques mots. Alors, d'abord, m'excuser de ne pas être... bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu être là. Responsabilité optique, j'avais les vœux du préfet, donc j'étais aux vœux du préfet. J'ai pas pu être là au début, mais ça m'a permis d'assister quand même à une grande partie de la conférence. Et finalement, c'est pas plus mal de dire un mot, juste pour dire un mot sur l'UPED. L'Université populaire de l'eau et du développement durable, ça a un objectif, c'est de faire que les habitants on les aide à mieux comprendre les problèmes. Non pas pour le plaisir de mieux les comprendre, mais pour qu'ils soient à la fois des acteurs de leur vie et de la vie sociale, et aussi des acteurs de la vie politique. Parce que au fur et à mesure des questions qui se sont posées, on a bien vu qu'il y a des questions qui sont des questions de nature scientifique, des questions de nature citoyenne et des questions de nature de politique publique. Et le tout devant au mieux s'organiser pour essayer de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Et je pense que les politiques, je partage ce qu'a dit Isabelle Coll, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'impose rien, parce que tout ce qu'on impose, à un moment donné, ça coince. Ça marche bien quand c'est construit et que tous
ceux qui participent à la reconstruction, ils peuvent être acteurs de la mise en œuvre dernière. Et je pense que, en tout cas, c'est vous qui en avez le sentiment, mais je pense qu'une conférence comme celle d'aujourd'hui, le débat qui a suivi, ça répond bien à l'objectif qu'on s'est donné. J'espère que vous en sortirez en ayant mieux intégré un certain nombre de choses et que vous allez changer un tout petit peu, sans doute, votre pratique, pas forcément si simple que ça, et que derrière, quand les questions vont se poser, vous serez aussi mieux à même de comprendre, de participer et à piloter notre vie politique. On a été évoqué tout à l'heure la question du grand débat national. Je ne sais pas, l'air n'est pas un des 4 points, même s'il peut être vu dans la question environnementale, mais il y a des questions qui se posent. Sans doute vous avez vu dans la presse la question, est-ce qu'il va y avoir ou pas une ZFE? Le ZFE, c'est le français du LZE, présenté tout à l'heure. Ben, ça ne marchera que si tout le monde est conscient, comprend, voit les solutions et les partage. Donc c'est l'objectif que l'on se donne à CETUPED. Donc là, on est dans la deuxième séquence de l'année 2018-2019. C'est la conférence inaugurale, en tout cas, je pense, mais je peux le redire, remercier en votre nom Isabelle Coll, parce que je pense qu'elle a été capable en un temps réduit de présenter les problématiques et de faire apparaître des pistes de solutions. Et je vous invite naturellement à assister aux séances suivantes qui permettront, la plupart sont dans cette salle, mais il y aura aussi des visites, enfin il y a un certain nombre d'autres choses. Vous avez eu le programme, ou si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le prendre. En tout cas, merci de votre participation, et je peux vous dire pour les gens qui organisent, le fait que vous soyez si nombreux ce soir, c'est une satisfaction et ça nous pousse à continuer. Merci.